Une famille de 4 personnes a disparu lors d'une excursion en montagne, victime présumée d'un tragique accident de randonnée. Mais 3 semaines plus tard, une caméra de surveillance animalière capture un événement qui amène tout le monde à s'interroger sur ce qui s'est réellement passé, révélant une vérité si sinistre que personne n'aurait pu l'imaginer. Le vent sifflait sur le parc national des Glaciers, dans le Montana, annonçant un nouveau front froid. Eleanor Whitaker, surnommée Ellie par la plupart, descendit de la télécabine, ses chaussures de randonnée usées crissant sur le sentier enneigé. À 67 ans, ses pas étaient mesurés mais assuraient la démarche de quelqu'un qui arpentait ces montagnes depuis des décennies. Son regard, toujours vif malgré les années, scrutait le sentier de montagne brumeux devant elle. La visibilité était mauvaise, mais cela ne la préoccupait pas, elle connaissait ces sentiers mieux que quiconque, elle les avait parcourus, enseignés, secouru des personnes pendant plus de 30 ans en tant que garde forestière et instructrice de survie en milieu sauvage. Elle ajusta son sac à dos et se dirigea vers le chalet qui servait de point de départ aux randonneurs. Sa structure en bois se dressait résolument contre le flanc de la montagne, la fumée s'échappant de la cheminée. Déposant son lourd sac dans le hall, Ellie retira la neige de ses bottes. Un visage familier leva les yeux derrière le comptoir. « Mademoiselle Whitaker ?» Le visage de l'employé local s'illumina. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. »« Bonjour, Tom, » répondit Ellie, sa voix portant le poids de sa résolution. Tom se pencha en avant, baissant la voix. « Des nouvelles de ta famille ?» Ellie secoua la tête, les rides se creusant autour de ses yeux. Pour la plupart des visiteurs, elle était Eleanor, la vieille garde forestière, une légende parmi le personnel du parc et les randonneurs réguliers. Sa réputation d'animatrice de retraite de survie pour femmes n'avait fait que renforcer le respect qu'elle avait gagné au cours de ses 3 décennies de service. « Pas encore », répondit-elle en ouvrant la fermeture éclair de son manteau. « C'est pour ça que je suis de retour. » Tom hocha la tête solennellement. Tout le monde en ville était au courant de la tragédie familiale des Whitaker. Daniel, le fils d'Ellie, ainsi que sa femme Rachel et leurs jumelles, Ivy et Ren, avaient disparu depuis près d'1 mois. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée de week-end s'était transformé en cauchemar familial. Ellie sortit de son sac une pile d'affiches de personnes disparues. Celle du haut représentait une famille souriante de 4 personnes, Daniel avec son épais sweat à capuche vert, Rachel, avec son sourire chaleureux, et les jumeaux Ivy en jaune vif et Ren en violet, leurs sourires assortis révélant des espaces identiques où leurs dents de lait étaient tombées. « J'espérais pouvoir les installer et remplacer les anciens, » dit-elle en tenant légèrement la pile. « Autour du lodge et au départ des sentiers, bien sûr, » répondit Tom sans hésiter. « N'importe quoi pour aider. Le gérant a déjà approuvé. N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons faire autre chose. » « Merci, » dit Ellie, reconnaissante de la gentillesse dont elle a fait preuve tout au long de cette épreuve. Tandis qu'Ellie parcourait le chalet, collant des affiches sur les panneaux d'affichage et près des entrées, elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements de la journée. C'était un samedi matin comme les autres lorsque Daniel l'appela pour l'inviter à se joindre à leur randonnée. « Allez, maman » avait-il dit d'une voix enjouée au téléphone. Les filles réclament des histoires de grand-mère Ellie depuis 1 semaine. Elle avait voulu y aller ou elle avait failli annuler ses autres projets, mais l'événement caritatif auquel elle s'était engagée des mois plus tôt ne pouvait être reporté. Il s'agissait d'une collecte de fonds pour l'éducation à la vie sauvage pour les jeunes défavorisés, une cause qui lui tenait à cœur. Elle avait promis de prendre plein de photos la prochaine fois. À midi, alors qu'elle installait les présentoirs pour la soirée caritative, son téléphone vibra, un message de Daniel, un portrait de famille parfait où tous les 4 souriant largement sur fond de montagne. Elle avait souri, remarquant qu'il l'avait pris au même endroit, comme toujours. Rachel avait un jour évoqué son envie de créer une sorte de time-lapse, montrant comment les filles grandissaient face à ces montagnes immuables, une idée douce et sentimentale. Quelques heures plus tard, une fois l'événement terminé et Ellie rentrée chez elle, elle remarqua plusieurs appels manqués de Daniel. Un SMS aussi, le temps se gâte ici. On écourte la randonnée. On se parle plus tard. Elle avait essayé de rappeler immédiatement, mais elle était tombée directement sur la messagerie,
le téléphone de Rachel avait fait de même. Au début, Ellie se dit de ne pas s'inquiéter où le réseau cellulaire était notoirement instable dans certaines parties du parc, mais le soir venu, alors qu'il n'était toujours pas revenu, son inquiétude se transforma en peur. Cette nuit-là, elle appela la police. Au matin, des équipes de recherche ratissaient les sentiers les plus fréquentés. Des bénévoles de la communauté arrivèrent en masse. Beaucoup se souvenaient de Daniel lorsqu'il était enfant, suivant sa mère garde forestière sur des sentiers plus sûrs. Après une semaine de recherches intenses, avec des hélicoptères surveillant les lieux depuis le ciel et des équipes à pied en contrebas, la police a commencé à exprimer ce qu'Ellie refusait d'accepter, la probabilité de les retrouver vivants diminuait de jour en jour. Madame Whittaker, avait dit doucement le coordinateur des recherches, nous avons couvert toutes les zones possibles pour l'instant. Avec les systèmes météorologiques qui se déplacent. Je suis désolé, mais nous devons envisager la possibilité d'un accident tragique. Mais Ellie savait que son fils, Daniel, avait l'expérience de ces montagnes et avait grandi en respectant leurs dangers. Il n'aurait jamais mis sa famille en danger, il aurait lu les signes météorologiques, cherché un abri ou fait demi-tour avant que la situation ne devienne dangereuse. Il s'était passé autre chose, bien plus qu'un simple accident de randonnée. C'est pourquoi, malgré la réduction des recherches par la police, Ellie était retournée à la montagne. Si personne d'autre ne retrouvait sa famille, elle le ferait elle-même. Alors qu'elle sortait pour coller d'autres affiches le long des sentiers, ses doigts se raidissaient à cause du froid. Elle fixait soigneusement chaque affiche, veillant à ce qu'elle ne soit pas arrachée par le vent. À chaque fois, elle repensait à la dernière photo de Daniel, la famille souriante, inconsciente de ce qui l'attendait. Un jeune couple passa devant eux, leur regard s'attardant sur l'affiche avant de se poser sur le visage d'Ellie, empreint de reconnaissance et de pitié. Elle s'était habituée à ces regards ces dernières semaines, mais ce n'est pas la pitié qui trouverait sa famille, mais la détermination. Les affiches fixées au départ du sentier principal, Ellie contempla la montagne, dont le sommet était obscurci par les nuages. Quelque part là-haut, les réponses l'attendaient, et elle les trouverait quoi qu'il arrive. Ellie continua méthodiquement d'afficher les avis de disparition le long du sentier, arrêtant les randonneurs au passage pour leur demander s'ils avaient vu sa famille. Chaque conversation suivait le même schéma, regard compatissant, hochement de tête, murmure d'espoir d'une fin heureuse. Après le 20e, non, désolé, Ellie s'était presque résignée à une nouvelle journée de déception, puis, à environ 3 kilomètres plus haut, une silhouette surgit d'entre les arbres à sa droite. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un camouflage et d'un gilet de sécurité orange, s'est approché d'elle d'un pas décidé. « Excusez-moi, cria-t-il, son souffle visible dans l'air froid. « Ça vous dérange si j'en prends un ?» Ellie se retourna et l'observa. Il avait l'air buriné de quelqu'un qui passe plus de temps dehors qu'à l'intérieur, avec une barbe épaisse parsemée de gris et des yeux vifs qui semblaient cataloguer tout ce qui l'entourait. « Bien sûr, répondit-elle en lui tendant un dépliant. « Je m'appelle Cal Jennings, dit-il en tendant une main gantée. Je suis un chasseur du coin, je viens dans ces montagnes depuis 30 ans. Ellie lui serra la main. Eleanor Whittaker. Mes amis m'appellent Ellie. La reconnaissance brillait dans ses yeux. J'ai beaucoup entendu parler de vous au fil des ans, je respecte tout ce que vous avez fait pour le parc. Cal étudia attentivement le dépliant, les sourcils froncés. Quand as-tu dit qu'ils avaient disparu? Il y a 3 semaines, presque un mois maintenant. Cal fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit appareil. Tu sais, je crois que je devrais vérifier quelque chose. J'ai installé des caméras de surveillance pour suivre les déplacements du gibier. Le pouls d'Ellie s'accéléra. Tu crois avoir attrapé quelque chose, qui vaudrait peut-être la peine d'être regardé? Cal manipulait l'écran de l'appareil, faisant défiler ce qui semblait être une série de photos et de clips vidéo. Ses mouvements devenaient plus lents, plus réfléchis, se concentrant sur des segments précis. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ellie, incapable de contenir son espoir. « Tu as vu quelque chose ?» Cal ne répondit pas immédiatement. Il continua à visionner les images, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'écran et au dépliant qu'il tenait à la main. Puis il s'arrêta, son doigt survolant l'écran.
Mademoiselle Whittaker, je pense que vous devriez voir ça. Il tourna l'appareil vers elle. Les images étaient granuleuses, la forêt environnante enveloppée de brume, mais le cœur d'Ellie faillit s'arrêter lorsque 3 silhouettes apparurent dans le cadre, une femme aux cheveux mi-longs et 2 jeunes enfants, tous avançant avec une prudence évidente dans les sous-bois. La femme portait une veste claire corail ou rose tandis que les enfants étaient vêtus de jaune et de lavande. « C'est eux », murmura Ellie d'une voix tremblante. « C'est Rachel et les jumeaux. » Cal hocha la tête, l'air grave. « Je m'en doutais. Regarde l'horodatage. » La date dans le coin de l'écran indiquait que la séquence avait été capturée il y a seulement 3 jours, la voix d'Ellie s'éleva, mêlée d'incrédulité et d'espoir renouvelé. Ils sont vivants, mais où est Daniel? Mon fils devrait être avec eux. Cal zooma autant que la qualité de l'image le lui permettait. C'est une caméra fixe, elle ne filme que ce qui passe juste devant elle. Votre fils aurait pu marcher derrière eux, ou prendre un autre chemin. Impossible de le savoir à partir de ça. Ellie fixait l'image figée, s'imprégnant du spectacle de sa famille. Il semblait épuisé et secoué, avançant avec la prudence de ceux qui naviguent en terrain inconnu. À un moment, il s'était légèrement tourné vers la caméra, mais ne semblait pas la remarquer ou probablement bien dissimulé pour sa fonction première, qui était de traquer la faune sauvage sans être détectée. Où a-t-elle été prise exactement? Demanda Ellie, la voix pleine d'urgence. Cal a affiché une carte GPS sur son appareil. Il a indiqué un point marqué. C'est au fond de la partie nord, à environ 13 km d'où nous nous trouvons. Le terrain est accidenté là-haut, beaucoup de ravins non signalés et de pentes instables. Ellie étudia la carte, réalisant peu à peu. C'est hors de la zone de recherche, conclut-elle. La police n'est jamais allée aussi loin au nord, car elle disait que c'était trop dangereux, pas de sentiers entretenus, risque élevé d'avalanche après les tempêtes que nous avons eues. Exactement. Ce n'est pas un endroit où une famille avec de jeunes enfants s'aventurerait habituellement, c'est pourquoi personne n'a pensé à y aller. Cal, j'ai besoin d'une copie de cette vidéo. Je dois la montrer à la police immédiatement. Cal hocha la tête, déjà occupé à transférer le fichier. Je peux te l'envoyer par email tout de suite. Il griffonna sur un petit bloc-notes, voici mon numéro, appelle-moi si tu as besoin d'autre chose. Je connais bien ces contrées du Nord. Merci, dit Ellie, la voix chargée d'émotion. C'est la première vraie piste que nous avons depuis des semaines. J'espère que ça t'aidera, répondit Cal. Et j'espère que tu les trouveras sains et saufs. Alors qu'il terminait le transfert de fichiers, Cal regarda sa montre. Je dois redescendre, il se fait tard et j'ai déjà ce que je suis venu chercher. Il fit un geste vers son sac de chasse. Ça va? Oui, dit Ellie en serrant son téléphone avec les précieuses images. Je retourne à ma cabane pour appeler la police immédiatement. Ils marchèrent ensemble vers le pavillon, le chemin plus facile à suivre descendant. L'esprit d'Ellie s'emballa, imaginant de nouvelles possibilités, sa famille était en vie, au moins depuis 3 jours. La police allait devoir reprendre les recherches, elle allait maintenant devoir fouiller des zones qu'elle avait jusque-là ignorées. Arrivé au lodge, Cal souleva son chapeau. N'oublie pas d'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Bonne chance, mademoiselle Whittaker, a-t-il ajouté. Merci, Cal, répondit Ellie en le regardant se diriger vers le parking. Elle se retourna et se précipita vers son chalet de location, une détermination nouvelle à chaque pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose au-delà du chagrin et du désespoir, elle ressentit de l'espoir. Dès qu'Ellie entra dans sa cabine, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle naviguait vers le contact enregistré de l'inspecteur Marshall, l'officier responsable de l'enquête sur sa famille. Détective Marshall à l'appareil. Voici Helen Whittaker, dit-elle en s'efforçant de garder une voix calme. J'ai trouvé des preuves que ma famille est en vie. Il y eut un bref silence avant que l'inspecteur ne réponde. Quel genre de preuves, madame Whittaker? Une vidéo prise par une caméra de surveillance, expliqua Ellie.
On y voit Rachel et les jumeaux se déplacer dans la forêt il y a 3 jours à peine. Elle décrivit la rencontre avec Cal Jennings et le lieu où la vidéo avait été filmée. Je vous envoie la vidéo immédiatement. Vous devez absolument la voir. Inspecteur, nous devons reprendre les recherches immédiatement. Tandis que Marshall visionnait les images, Ellie arpentait la petite cabane, jetant de temps en temps un coup d'œil à la fenêtre, où la lumière du jour commençait déjà à décliner. Il était presque 16 heures, et à cette époque de l'année, la nuit tombe vite en montagne. Il semble bien qu'il s'agisse de votre belle-fille et de vos petites filles, concéda Marshall après un moment. Cependant, Madame Whittaker, nous ne pouvons pas lancer une opération de recherche à cette heure tardive. Que veux-tu dire, demanda Ellie. Ils sont dehors, en ce moment. Je comprends votre urgence, répondit Marshall d'un ton mesuré, mais, en tant qu'ancien garde forestier, vous connaissez mieux que quiconque les dangers des opérations de recherche nocturne sur ce terrain. La zone que vous décrivez est particulièrement dangereuse. Ellie s'approcha de la fenêtre et observa les gardes forestiers guider les randonneurs sur les sentiers de montagne. Des nuages noirs s'amoncelaient au-dessus des sommets, annonçant de nouvelles chutes de neige. Marshall poursuivit, nous ne pouvons pas risquer d'envoyer des équipes en territoire non balisé, avec une visibilité limitée et des conditions qui se dégradent. Nous ne ferions que créer davantage de victimes potentielles. Malgré sa douleur, Ellie savait qu'il avait raison, elle avait elle-même mené suffisamment de sauvetage pour comprendre les protocoles. Et les hélicoptères, demanda-t-elle, cherchant des alternatives. Pas dans ces conditions, et certainement pas la nuit, répondit Marshall. De plus, d'après ce que je vois sur ces images, il ne semble pas en détresse immédiate. Il se déplace délibérément, contrairement à des personnes grièvement blessées ou disparues. Ellie s'affala sur une chaise, luttant contre la frustration de savoir que sa famille était si proche, mais toujours inaccessible. Nous attendons donc les premières lueurs du matin, confirma Marshall. Je me coordonnerai avec les autorités du parc ce soir. Nous rassemblerons des équipes et planifierons l'approche la plus sûre pour cette zone. Inspecteur, je comprends, dit-elle à contre-cœur, mais je veux faire partie de l'équipe de recherche, compte tenu de mon expérience. Je pense que c'est possible, répondit-il. Il suffit d'être au poste de garde forestier à 6 heures du matin. Après avoir raccroché, Ellie resta assise en silence pendant plusieurs minutes, fixant l'image figée de Rachel et des jumeaux sur son téléphone. Ils étaient vivants, mais quelque chose clochait, où était Daniel? Pourquoi n'était-il pas avec eux sur les images de la caméra? L'explication de Cal que Daniel était peut-être hors champ ou avait pris un autre itinéraire était logique, mais Ellie connaissait son fils. Il ne se serait jamais séparé de sa famille dans un endroit isolé et dangereux, surtout avec les jumeaux. Il était trop protecteur, trop prudent. Et pourquoi était-il dans cette zone précise, au fait? C'était loin des sentiers qu'ils empruntaient habituellement, une zone réputée dangereuse, même pour les randonneurs expérimentés. Daniel n'y aurait pas conduit sa famille sans raison impérieuse. Les questions se multiplièrent, sans apporter de réponse, ne faisant qu'accroître son inquiétude. Ellie se leva et se dirigea de nouveau vers la fenêtre, observant les dernières lueurs du ciel s'éteindre et les premiers flocons de neige commencer à tomber. Quelque part là-haut, dans l'obscurité grandissante, sa famille allait passer une nouvelle nuit seule dans la nature. Tiens bon, murmura-t-elle, son souffle embuant la vitre froide. Tiens bon jusqu'au matin. À mesure que le soir tombait sur la montagne, la cabane d'Ellie semblait de plus en plus claustrophobe. Les murs semblaient se refermer sur elles-mêmes, et le silence amplifiait les pensées anxieuses qui tourbillonnaient dans son esprit. Malgré la chaleur du petit foyer, un frisson la parcourut, sans rapport avec la température. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. Regardant sa montre aux 18h30, Ellie décida de se joindre au dîner commun dans la salle principale du lodge. Être seule avec ses pensées ce soir ne ferait qu'alimenter son anxiété. Elle s'emmitoufla pour se protéger du froid et traversa la cour en direction du bâtiment principal. Les chutes de neige s'étaient intensifiées, de gros flocons tombant à la lueur des lampadaires. Les sentiers étaient désormais complètement déserts,
tous les randonneurs raisonnables étaient rentrés en sécurité depuis des heures. En approchant du pavillon, elle aperçut un groupe rassemblé autour de la grande cheminée en pierre du hall central. Le bruit des conversations et quelques rires filtraient à travers les portes vitrées. Cela lui semblait douloureusement normal, une autre soirée en montagne pour la plupart de ces personnes, tandis que son monde restait bouleversé. En poussant les portes, Ellie sentit une bouffée de chaleur et une odeur de nourriture. Les têtes se tournèrent à son entrée, les conversations s'interrompant momentanément avant de reprendre avec une désinvolture forcée. Elle s'était habituée à être l'objet de murmures ces dernières semaines. Elle prit une tasse d'eau chaude au distributeur et sortit un gobelet de nouilles instantanées de sa poche. S'asseyant au bord de la foule sans vraiment s'y intégrer, mais pas complètement à l'écart non plus, elle perçut deux hommes qui discutaient à proximité. Ils avaient à peu près son âge, peut-être un peu plus. Leur voix était basse, mais encore audible dans les moments de silence de la conversation. « C'est Helen Whittaker, n'est-ce pas ? La femme millionnaire, dit l'un d'eux. « Ouais, répondit l'autre. Quel dommage. Elle a donné tout cet argent à la Wilderness Education Foundation le mois dernier, et maintenant sa famille a disparu. Le karma peut être cruel. Si c'était ma famille, continua le premier homme, ignorant qu'Ellie pouvait entendre chaque mot, je serais là-bas à chercher en ce moment même, que la tempête soit maudite. 100%. Eh bien, ce n'est qu'une femme, et elle fait ça toute seule, répondit l'autre, non sans gentillesse. Ça ne doit pas être facile à son âge. Ellie fixait son bol de nouilles, la vapeur montant pour réchauffer son visage, figé par une émotion contenue. Les conversations autour d'elle continuaient, la plupart des gens lui accordaient un espace respectueux, certains hochaient poliment la tête lorsqu'ils croisaient son regard. Mais elle ne parvenait à se concentrer que sur ces mots qui résonnaient dans sa tête. Je serais là-bas en train de chercher en ce moment, peu importe la tempête. Daniel attendrait-il jusqu'au matin si c'était elle qui avait disparu sur la montagne? La réponse fut immédiate, non, il ne se reposerait pas tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée. Avec une détermination renouvelée, Ellie termina juste assez de son repas pour calmer sa faim, puis s'éloigna discrètement du groupe. Personne ne sembla remarquer son départ tandis qu'elle regagnait sa cabine. Une fois à l'intérieur, elle s'est déplacée avec détermination. De ses sacs, elle a sorti son équipement de randonnée le plus fiable, celui qui lui avait permis de surmonter d'innombrables épreuves en pleine nature, des couches thermiques, une veste imperméable, des bottes renforcées et son vieux sac de recherche et de sauvetage, toujours méticuleusement rangé avec du matériel d'urgence, une trousse de premiers secours et des outils de survie. Elle a vérifié son GPS pour s'assurer qu'elle avait bien chargé les cartes en ligne et les sauvegardes hors ligne. Les coordonnées de Cal étaient déjà indiquées. Elle a emporté des piles de rechange, des barres énergétiques et son sac de couchage conçu pour des températures négatives. Tandis qu'elle travaillait, une petite voix prudente lui murmurait qu'elle était imprudente, la police et les gardes forestiers partiraient à sa recherche dès l'aube, elle avait 67 ans et affrontait un terrain accidenté dans un climat de plus en plus mauvais. Mais une voix plus forte, celle qui l'avait guidée pendant 3 décennies de sauvetage en milieu sauvage, lui rappelait que chaque heure comptait en situation de survie. S'il y avait bien quelqu'un capable de se déplacer en toute sécurité dans ces montagnes malgré les conditions difficiles, c'était bien elle. Son sac à dos bien attaché, Ellie se glissa hors de sa cabane, évitant soigneusement les sentiers principaux où elle aurait pu être vue. La neige tombait plus abondamment, s'accumulant déjà au sol. Elle sortit sa lampe frontale de sa poche, mais la laissa éteinte pour l'instant, ne voulant pas attirer l'attention. En passant devant les cabanes faiblement éclairées, une fois arrivée au départ du sentier, elle s'arrêta pour s'orienter grâce aux coordonnées GPS de Cal. Elle devait se diriger vers le nord-ouest, s'éloigner des sentiers entretenus et s'enfoncer dans la nature sauvage moins fréquentée. Ce serait une randonnée difficile, même en plein jour, mais dans l'obscurité grandissante et les chutes de neige, elle mettrait à l'épreuve toutes ses compétences. Sa famille était là, et elle allait la retrouver. Ellie alluma sa lampe frontale, prit une grande inspiration dans l'air froid de la montagne et commença son ascension. La neige crissait sous ses bottes, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Adossée au mur,
Il siffla, si tu parles de ça à qui que ce soit aux polices, FBI, qui que ce soit ou ce sera la fin de tout. D'un geste vif, il la serra contre lui et lui pressa quelque chose de dur contre le ventre. Hélène baissa les yeux et vit le métal noir d'une arme. La terreur l'envahit. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Si vous savez où est mon fils, s'il est vivant. Si tu parles, tu peux laisser passer cette chance, gronda Théil. Mieux vaut te jeter dans l'océan avant qu'il ne te trouve. L'homme qui m'envoie n'est pas aimable. L'esprit d'Hélène s'emballa. Comment puis-je savoir que tu sais vraiment quelque chose sur Zayn? L'homme l'observa, puis dit doucement, la fille du gardien de phare attend sur le rivage, comptant les étoiles qui tombaient. Le sang d'Hélène se glaça. C'étaient les paroles d'une chanson que Zayn était en train d'écrire juste avant sa disparition ou des mots qu'elle avait entendu jouer à la guitare acoustique tard un soir. On sait tout, continua l'homme. Tes rendez-vous chez le médecin toutes les 2 semaines, tes courses du mardi, ton mari à Sunset Hills. On t'observe depuis des années. Mon fils est vraiment vivant, dit la voix d'Hélène. L'homme recula, tapotant son arme dissimulée. Taisez-vous. On se reparlera, mais si vous êtes imprudent, si vous en parlez à qui que ce soit, je n'hésiterai pas. Il vous arrivera malheur, à vous et à votre garçon. Il se retourna et descendit l'escalier, ses pas résonnant jusqu'à s'estomper. Hélène resta figée, puis s'effondra contre le mur, le visage ruisselant de larmes tandis qu'elle tremblait violemment. Son cœur battait si fort qu'elle craignait de lâcher. La porte de secours s'ouvrit brusquement. Un jeune employé du magasin jeta un coup d'œil à l'intérieur, l'inquiétude au visage. « Madame, vous allez bien? Vous ne devriez pas être ici. Vous avez besoin que j'appelle un médecin. » Hélène se força à se redresser. « Non, ça va. J'avais juste besoin d'un moment. » La reconnaissance se lut dans ses yeux. « Vous êtes la dame des informations. Je suis vraiment désolé pour votre fils. » Merci, parvint à dire Hélène en le poussant. Elle avait complètement oublié le magazine National Geographic, tout ce qui comptait, c'était de partir. Elle trouva l'escalator et descendit rapidement, agrippant la rampe de ses mains crispées. La sortie du supermarché semblait à des kilomètres. À travers les portes vitrées, elle aperçut son bus qui approchait. Hélène se précipita dehors et se dirigea vers l'arrêt, mi-courant, mi-trébuchant. Les portes étaient déjà fermées, mais le vieux chauffeur la vit agiter désespérément la main. « S'il vous plaît, halta-t-elle. » Le chauffeur, un homme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, rouvrit les portes. « Prends ton temps, ma chérie. » Hélène monta à bord, cherchant sa carte de bus à tâtons, les mains tremblantes. « Merci beaucoup. » Elle se dirigea vers l'espace réservé aux personnes âgées et s'affala sur un siège. Alors que le bus s'éloignait, elle jeta un coup d'œil au supermarché, aucun signe de l'homme, mais ses paroles résonnèrent dans sa tête, nous observons depuis des années. Si Zayn était vraiment vivant, qu'était-il devenu? Qui était cet homme, et quel prix devrait-elle payer pour le revoir? Hélène descendit du bus à l'hôpital, les jambes encore tremblantes après cette rencontre. Le bâtiment médical familier se dressait devant elle, ses murs beiges et ses vitres teintées témoignant d'années de visites de routine. Elle s'enregistra à l'accueil, passa les contrôles habituels de sa tension artérielle et resta assise dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'on l'appelle. Le docteur Peterson était toujours aussi efficace, révisant ses médicaments pour le cœur et rédigeant de nouvelles ordonnances. Hélène entendait à peine ses rappels d'éviter le stress, son esprit revenait sans cesse à la menace de l'homme et aux paroles de cette chanson impossible. Lorsqu'elle sortit enfin du rendez-vous, trousse de médicaments à la main, le soleil déclinait déjà. Elle se tenait à l'arrêt de bus devant l'hôpital, déchirée. L'homme l'avait explicitement averti de ne parler à personne, mais Malcolm méritait d'être informé pour l'avion. Il restait son mari malgré tout, elle ne pouvait pas l'abandonner comme ça. Un klaxon interrompit ses pensées. De l'autre côté de la rue, une berline sombre était au ralenti. L'homme de tout à l'heure était assis au volant, lui faisant signe d'approcher d'un bref hochement de tête. L'estomac d'Hélène se serra.
Elle envisagea de retourner à l'hôpital en courant, mais ses paroles résonnèrent, « Il va t'arriver du mal, à toi et à ton fils. » Elle traversa lentement la route, chaque pas lui semblant trahir son bon sens. L'homme baissa sa vitre. « Montez à l'arrière, » ordonna-t-il. Hélène hésita. « Je ne sais même pas qui tu es. » Sur la banquette arrière, « Maintenant » a-t-il lancé, ne laissant aucune place à la discussion. Contre toute attente, Hélène ouvrit la porte arrière et se glissa à l'intérieur. Les serrures claquèrent aussitôt. « Je sais que vous aviez prévu d'aller voir votre mari. Vous attendez le bus pour aller là-bas, pas pour rentrer, » dit l'homme en s'engageant dans la circulation. « Il ne faut pas laisser faire ça. » Hélène protesta, « Il faut juste que je lui parle de l'avion. Il a le droit de savoir. » « Non, tu ne peux pas », il jeta une paire de menottes sur la banquette arrière. Hélène les regarda, incrédule. « Je ne vous connais pas, je ne vous fais pas confiance. J'aurais dû appeler la police. » Mettant sa patience à l'épreuve, il lui saisit les poignets et lui passa les menottes malgré ses efforts. « Fais un bruit, et je te tue sur le champ. » La terreur paralysa Hélène tandis qu'il reprenait le volant. Ils quittèrent Crescent Arbor, les rues familières cédant la place à l'autoroute, puis à des routes étroites bordées de pins majestueux. Après ce qui leur sembla des heures mais qui dura probablement 40 minutes, il s'engagea sur un chemin de terre à peine assez large pour la voiture. Une cabane apparut à travers les arbres, ses fenêtres sombres et isolées. Il se gara et la tira hors de la voiture, la serrant fermement par le bras. À l'intérieur, la cabane sentait le moisi et la vieille fumée. Meubles rares, cheminée en pierre, rien d'autre. « Pourquoi fais-tu ça » demanda Hélène. « La police me recherchera si je ne me présente pas. Ils me fouilleront. Tu ne peux pas me garder ici indéfiniment. » « Je peux, et je le ferai. Maintenant, tu dois te taire pour ton bien. » Il sortit un rouleau de ruban adhésif noir et l'enroula autour de sa bouche. Malgré ses protestations étouffées, il sortit une cigarette et un téléphone portable. Par la fenêtre, Hélène le regarda faire les 100 pas en parlant. Lorsqu'il remarqua son regard fixe, il s'éloigna, hors de portée de voix. Hélène testa les menottes, mais elles étaient de qualité professionnelle, impossible pour ses mains arthritiques de se libérer. La panique lui monta à la gorge. Elle avait 63 ans, souffrait d'une maladie cardiaque et avait été kidnappée par un inconnu qui prétendait être au courant de la disparition de son fils. L'homme revint, écrasant sa cigarette sous sa botte. Il se dirigea vers le mur du fond et appuya sur ce qui ressemblait à une simple boiserie. Une section s'ouvrit, révélant un compartiment secret. Il en sortit plusieurs petits paquets emballés dans du plastique, chacun contenant de la poudre blanche. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent, elle savait exactement ce que c'était. Il lui arracha le ruban adhésif de la bouche. Elle haleta, « Qu'est-ce que c'est ? » « Il faut avaler ces paquets. Ce sont des drogues. » Hélène secoua violemment la tête. « Non. Je ne le ferai pas. Tuez-moi si vous le devez, mais je ne ferai pas ça. Pourquoi me faites-vous ça ? Je ne suis qu'une vieille femme en deuil qui mourra bientôt de toute façon. » L'homme déposa les paquets sur la table. « Je m'appelle Édric Canveau. J'ai affaire à votre fils. Si jamais vous voulez le voir, vous ferez exactement ce que je vous dis. »« S'il vous plaît, » supplia Hélène. « J'ai un problème cardiaque. Ça pourrait me tuer. Si vous êtes un homme bien, il doit bien y avoir un autre moyen. » Édric sortit son arme et la plaqua contre sa tempe. « Je ne suis pas quelqu'un de bien. Tu avales ces paquets, ou j'appuie sur la détente. » 3, 2. Les mains tremblantes, Hélène prit un des paquets. Il était petit, bien emballé. Elle le plaça sur sa langue et se força à avaler. Puis un autre. 4 au total. « Bien, » dit Édric en baissant son arme et en sortant un flacon de pilules. « Prends ça. Ça t'aidera à garder les paquets intacts. » Hélène avala les pilules, des larmes sèches coulant sur son visage. « Ne pose pas de questions, » dit Édric. « C'est mieux pour tout le monde,
Surtout pour toi, que tu n'en saches pas beaucoup. Ça ne te tuera pas. Tu n'es qu'un moyen de transport. Il lui remit les menottes et l'attacha à une chaise en bois avec une corde grossière. Quelqu'un viendra bientôt te chercher. Tais-toi, et tu verras ton fils. Hélène était assise, ligotée, dans la cabine sombre, des paquets de médicaments coincés comme du plomb dans son estomac, se demandant ce qu'était devenu son fils pour que ce cauchemar soit le chemin vers lui. Quelques instants passèrent. Hélène sentit le médicament faire effet et une lourde somnolence l'envahir. Ses pensées devinrent léthargiques, déconnectées. Elle pria pour que ce ne soit que les pilules qu'Edric lui avait données, et non les emballages eux-mêmes qui laissaient échapper leur contenu dans son organisme. Les contours de la pièce commencèrent à se brouiller. Elle se sentait en apesanteur, comme flottant au-dessus de la chaise. Le temps perdait toute signification. Étaient-ce des minutes ou des heures avant qu'elle entende le grondement d'un véhicule qui approchait? À travers son brouillard, elle vit les phares balayer la vitre, un gros camion, dont la silhouette tourbillonnait dans sa vision ivre. Le visage d'Edric apparut devant elle, ses traits ondulants comme de l'eau. Il est temps de partir, sa voix semblait résonner au loin. Elle sentit ses mains défaire les menottes, dénouer la corde. Ses jambes la soutenaient à peine tandis qu'il la guidait hors de la cabane et dans la nuit. Il la soutint tandis qu'il la redressait. Le monde s'inclinait et oscillait à chaque pas vers la porte. Dehors, l'air nocturne lui caressait le visage comme de la soie froide. Des hommes se tenaient près du camion aux cheveux noirs, parlant rapidement espagnol. Ils avaient l'air mexicains, leur visage était dur et buriné. L'un d'eux l'attrapa brutalement et la poussa vers l'arrière du véhicule. « Viejo » grogna-t-il. L'espace de chargement du camion était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, mais l'homme ne la laissa pas dans l'espace principal. Il appuya sur ce qui semblait être la paroi intérieure, et une section s'ouvrit vers l'intérieur, un compartiment caché. Montez. Restez silencieux. Hélène se glissa par l'ouverture. Ses yeux, ivres de drogue, s'habituèrent lentement à l'obscurité. Des silhouettes devinrent des personnes, des femmes, toutes jeunes, certaines à peine 18 ans. Elles étaient assises, plaquées contre les murs, silencieuses et les yeux creux. Elle était la seule à avoir plus de 30 ans, et encore moins plus de 60 ans. Malgré le brouillard des médicaments, elle réalisa qu'elle avait vu cela au cinéma, lu des articles dans les journaux, trafic d'êtres humains, trafic de drogue. Elle en faisait désormais partie, volontairement ou non. La porte secrète se referma, les plongeant dans le noir complet. Le moteur du camion rugit et ils commencèrent à avancer. Hélène trouva une place contre le mur et s'y laissa tomber, les genoux repliés. Le temps perdait toute signification dans l'obscurité. Le camion s'arrêtait de temps en temps. Elle entendait des voix étouffées, parfois la porte principale du coffre s'ouvrant, mais leur compartiment secret restait scellé. Les jeunes femmes restaient silencieuses, visiblement rompues à cette horrible routine. Hélène somnolait par à-coups, se réveillant lorsque le camion heurtait des bosses. Peu à peu, les effets du médicament s'estompèrent, son esprit s'éclaircissant et lui faisant prendre conscience de toute l'horreur de sa situation. Elle traversait clandestinement des frontières inconnues, la drogue dans le sang, entourée de femmes victimes de la traite. Après ce qui sembla durer des jours mais probablement de nombreuses heures, le camion s'arrêta enfin définitivement. Des voix différentes, rauques et gutturales, parlaient un anglais accentué et une sorte de russe. Le panneau secret s'ouvrit, des lumières vives s'allumèrent, forçant tout le monde à plisser les yeux. Un homme massif se découpait dans l'ouverture. Dehors, tout le monde bougeait. Ils trébuchèrent dans ce qui semblait être un entrepôt, sol en béton, poutres métalliques, odeur d'huile de moteur et de produits chimiques qu'elle ne parvenait pas à identifier. D'autres hommes aux tresses laves attendaient, tous armés. On les conduisit dans une pièce annexe et on leur ordonna de former une file. Juste à côté se trouvait une pièce plus petite marquée d'un avertissement de radiation. Les jambes d'Hélène tremblaient en partie à cause du long confinement, en partie à cause de la peur en regardant les femmes être appelées une par une. À chaque fois, le faible bourdonnement de l'appareil à rayon X résonnait de manière inquiétante. Quand son tour arriva,
Elle suivit l'homme qui la poussa en avant et lui aboya de se plaquer contre le mur de métal froid. Quelques instants plus tard, un autre homme entra. Le côté gauche de son visage était grotesquement défiguré ou écrasé et mal cicatrisé, formant un rictus permanent. Il portait un plateau rempli de petites tasses de liquide. « Bois », ordonna-t-il. « Pour distribuer les colis. » Les jeunes femmes obéirent immédiatement. Hélène hésita, la main tremblante, tandis qu'elle prenait une tasse. L'homme au visage brisé la remarqua et l'observa avec dégoût. « Pourquoi nous envoie-t-il une vieille femme ?» demanda-t-il à son compagnon dans un anglais avec un fort accent. « Elle tient à peine debout et n'avait que 4 paquets dans le ventre, » répondit l'autre. « Faut que je demande, patron. » L'homme au visage brisé se pencha vers Hélène, le souffle court. « Bois, babouchka, ou je te fais boire. » Hélène avala le liquide amer. Elle se maudit intérieurement d'avoir fait confiance à Edric, elle aurait dû le laisser lui tirer dessus dans cette cabane. Au moins, ça aurait été rapide. Maintenant, elle était seule, à la merci de ces monstres. « J'amène la vieille dame chez Bruno », annonça l'homme au visage brisé. Il s'en occupera. On enverra peut-être un message au fournisseur la prochaine fois, pas de grand-mère dévalisée qui ne tient même pas debout. C'est un produit défectueux. Les autres femmes fixaient Hélène d'un regard vide, elles en avaient trop vu pour éprouver de la compassion. L'homme lui saisit le bras, ses doigts s'enfonçant profondément. Ses muscles fins n'offraient aucune protection, elle sentit sa poigne frotter contre ses os. « Bouge », ordonna-t-il en l'entraînant vers la porte. Hélène avançait en titubant, se demandant si elle reverrait un jour, si ce voyage cauchemardesque l'amènerait vraiment à Zaïn, ou si elle disparaîtrait tout simplement comme tant d'autres qui avaient croisé ces hommes. Ils sortirent de la pièce et traversèrent une série de couloirs, tous plus sombres les uns que les autres. L'homme au visage brisé ne relâcha pas son étreinte sur le bras d'Hélène. Finalement, il s'arrêta devant une porte noire, dont la peinture s'écaillait comme une peau malade. Il l'ouvrit brusquement, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. La température baissait à chaque pas. En bas, une autre porte noire l'attendait. L'homme la poussa et poussa Hélène à l'intérieur. Elle trébucha, manquant de tomber, mais il la rattrapa par le bras et la redressa brusquement. La pièce qui l'accueillit était un cauchemar devenu réalité, mur et sol rouge. Puis elle réalisa avec horreur, l'odeur la frappa comme un coup de poing, viande crue et excréments humains. La puanteur d'un abattoir mêlée à celle d'une fosse septique. Au centre de la pièce, 3 femmes étaient agenouillées en rang, les yeux bandés, bâillonnées, les mains liées dans le dos. Elles tremblaient, mais ne faisaient aucun bruit. Un homme leur tournait le dos, son arme pointée sur la tête de la première femme. « Gérald !»« Attends, où est Bruno ?» cria l'homme au visage brisé. « J'ai besoin qu'il s'occupe de ce fournisseur qui nous a envoyé une vieille femme pour une taupe. » L'homme appelé Gérald se retourna, et le monde d'Hélène bascula. Malgré ses 19 ans, malgré le contexte différent, elle reconnut instantanément ce visage, Ricky Mareno, l'ami de son fils, le guitariste principal de Crimson Firlin. Son visage de bébé avait à peine vieilli, toujours juvénile. Leurs regards se croisèrent, une reconnaissance fulgurante dans le sien, suivie immédiatement d'inquiétude. « Je pense que tu es. » commença Hélène. Ricky s'éclaircit bruyamment la gorge, l'interrompant. « Apportez-moi un bâillon, un bandeau, des serre-câbles » aboya-t-il à l'homme au visage brisé. Les objets furent rapidement produits. Ricky se déplaçait avec une efficacité éprouvée, il bâillonnait d'abord Hélène, puis lui bandait les yeux, et enfin lui attachait les poignets avec des liens en plastique. Ses mains étaient fermes, professionnelles, rien à voir avec le gentil garçon qui jouait de la guitare dans son garage. « Je vais l'emmener chez Bruno », dit Ricky. « Laisse-le s'en occuper. » Il plaça l'arme dans la main de l'homme au visage brisé. Finissant avec ces 3-là. Même à travers le bandeau, Hélène sentait le plaisir de l'homme. « Eh bien, j'ai fini. » La main de Ricky se referma sur le bras d'Hélène, plus doucement que celle de l'homme précédent, mais toujours ferme. Il la guida vers ce qu'elle supposa être la porte derrière eux.
Elle entendit des pas et le gémissement étouffé d'une femme. Il montait l'escalier lorsque le premier coup de feu retentit, puis le deuxième, puis le troisième, 3 exécutions précises. L'estomac d'Hélène se souleva, mais le bâillon l'empêcha de vomir, des larmes inondèrent le bandeau. Ricky la tirait sans cesse vers le haut, par la porte noire, jusqu'au couloir supérieur. Il marchait vite, mais sans panique, c'était sa routine. Hélène réalisa que l'ami de son fils, le garçon timide qui rougissait quand les filles lui adressaient la parole, était devenu comme ça. Ils remontèrent un autre couloir en silence. Hélène comptait ses pas, essayant de garder le cap, mais le bandeau rendait tout désorientant. Finalement, Ricky s'arrêta. Elle entendit une porte s'ouvrir, et il la guida à l'intérieur de ce qui lui sembla être un espace plus restreint, un bureau peut-être, à l'écart du rez-de-chaussée de l'entrepôt. L'horreur de ce qu'elle avait vu, combinée au choc de voir Ricky, lui fit perdre pied. Si Ricky était là, vivant et travaillant pour ces monstres, alors peut-être que Zayn l'était aussi. Ils entrèrent dans la pièce et Gérald s'arrêta. Il frappa à une porte intérieure 3 coups secs, un silence, puis 2 autres. Hélène entendit des serrures tourner à l'intérieur. La porte s'ouvrit et elle fut poussée à l'intérieur. « Assieds-toi », ordonna Ricky. Hélène s'installa prudemment dans ce qui ressemblait à un fauteuil en cuir. Toujours aveuglée et ligotée, elle entendit la porte se refermer. Puis des mains se posèrent sur son visage, retirant le bâillon. Elle respira profondément. Les attaches furent ensuite coupées, libérant ses poignets. Enfin, des doigts froids soulevèrent le bandeau. Hélène cligna des yeux sous la lumière fluorescente et son cœur s'arrêta. Zayn s'agenouilla devant elle, son fils après 19 ans. Les mêmes longs cheveux ondulés, pourtant désormais striés de gris prématuré, la même peau pâle que des inconnus avaient souvent prise pour de l'albinisme, les mêmes lèvres charnues et les mêmes yeux enfoncés au plus vieux, plus durs, mais indéniablement zanés. Zané ? La voix d'Hélène se brisa. C'est vraiment toi. Elle se tourna vers Ricky, confirmant ce qu'elle soupçonnait. Tu es Ricky, n'est-ce pas? Edric a tenu sa promesse? Zayn dit doucement, cet homme n'est pas moins diabolique qu'Alex Okaloff. Hélène parcourut le bureau du regard. Une plaque sur le bureau indiquait « Directrice ». Son estomac se serra. Que s'est-il passé? Vous travaillez tous les deux pour ces gens? Pas le temps de s'expliquer, dit Zané d'un ton pressant. Et personne ne doit savoir qu'on est de la même famille. Tu comprends? Avant qu'Hélène puisse répondre, le chaos éclata dehors, des hommes criaient en russe et en anglais, des coups de feu claquaient, des hurlements. Ricky s'empressa d'agir et de verrouiller la porte du bureau. Zané se dirigea vers un classeur, ouvrit un tiroir et en sortit 2 pistolets. Il y a un téléphone, remarqua Hélène sur le bureau. On devrait appeler la police. Ils viendront à notre secours. On pourra reprendre le cours normal de nos vies. Non, mère, la voix de Zané était dure, inconnue. C'est notre vie maintenant. Ce que les hommes d'Edric prennent cet endroit où il a promis de me réunir à toi si je prenais son parti. Il nous protégera. Non, se leva Hélène en attrapant le téléphone. Ce n'est pas une fatalité. Zané s'interposa entre elle et le bureau, lui barrant le passage. Son regard était froid. Tu ne comprends pas. Je ne m'attendais pas à retrouver mon fils comme ça. Crash. Parfois, la frontière est mince entre la victime et le criminel, répondit Zayn. Nous devons faire ce qu'il faut pour rester en vie. Des poings lourds frappèrent à la porte. Ouvrez la porte, appela Bruno avec un fort accent russe. On a été attaqué, Alec est parti. Il faut sécuriser le bureau. Zayn et Ricky échangèrent un regard, mais restèrent silencieux. D'autres coups, d'autres exigences en russe, puis des coups de feu juste devant la porte. Les voix russes s'interrompirent au milieu d'une phrase, Hélène entendit des corps tomber au sol. On frappa à la porte d'un autre ton, plus léger, presque désinvolte. C'est moi, dit une voix à l'accent mexicain. Edric. Ricky regarda Zayn, qui hocha la tête.
Hélène regarda son fils saisir son arme avec une aisance naturelle, l'innocence qu'il avait autrefois possédée lui avait été arrachée par 19 ans passés dans cet enfer. Ricky ouvrit la porte avec précaution. Edric Canveau entra précipitamment, la chemise éclaboussée de sang, l'odeur âcre de la poudre à canon lui imprégnant les entrailles. Il referma la porte derrière lui et tira les verrous. « C'est fait », annonça Edric en essuyant la sueur de son front. « Mes hommes et moi avons respecté notre part du marché. Cet empire est à moi, désormais. » Il regarda Zayn droit dans les yeux. « Je veux votre loyauté, à tous les deux. J'ai été très bon avec Alec dans son bureau. Je lui ai mis 3 cacahuètes dans la tête. Alex Ulof nous avait promis la gloire, continua Edric. Il a dit que si on trafiquait de la drogue et qu'on blanchissait de l'argent grâce aux tournées, il ferait de nous des stars. Mais il n'a jamais tenu sa promesse, il m'a gardé comme manager pendant qu'il couchait avec des filles et comptait de l'argent. » Les yeux d'Edric brillèrent. « Je ne suis pas comme Alec. Comme on en a discuté, je vais continuer cet empire, mais je vais aussi faire de vous un vrai groupe à nouveau, vous donner la célébrité que vous méritez. Ne vous souciez pas de la drogue, transférez-moi juste cet argent puant. C'est votre part du marché. » Ricky s'avança. « Tu n'as pas amené mes parents. »« Ils sont tous les deux morts, » dit Edric sans détour. « Morts depuis des années. Mais j'ai tenu ma promesse envers Zayn, j'ai amené Hélène. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait à ma mère, l'utiliser comme une mule, lui faire avaler des paquets. À quoi pensais-tu ? » La voix de Ricky tremblait. « Ta mère allait rendre visite à ton père, » rétorqua Edric. « Qu'est-ce que tu attendais de moi ? Si elle lui avait dit quoi que ce soit, il aurait appelé Alec et aurait fait capoter toute l'opération. Notre plan aurait été à l'eau de rose. » Il fusilla Hélène du regard. « Et si je ne lui avais pas fait avaler ses paquets, elle ne serait pas ici dans ton bureau, elle aurait pu être envoyée directement à l'incinérateur. » Son regard s'attarda sur elle avant de se tourner vers Zayn. Elle était tellement difficile à convaincre. Elle me rappelle quelqu'un que je connais. Il plissa les yeux. « J'imagine qu'aucun de vous n'a réalisé que la police avait déjà retrouvé le jet ce matin. »« C'est vrai ?» demanda Ricky, choqué. « On n'a pas encore eu de nouvelles. » Hélène prit la parole, la voix tremblante. « Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. La marine l'a sortie de l'océan. » Elle se tourna vers Zayn, comprenant peu à peu. « Ton père était au courant depuis le début ?» Zayn soupira. « C'est une longue histoire. Je t'expliquerai tout plus tard. Tu te souviens que papa était notre manager. » Son regard se posa sur la main d'Edric qui flottait à nouveau près de son arme. « Je tiendrai ma promesse. Comme convenu, je tiendrai ma partie. » Edric lui tendit la main, et Zayn la prit, la serrant fermement mais avec une certaine tension. « Je suis désolé, maman, » dit doucement Zayn. « Mais comme ça, on pourra être à nouveau ensemble et en sécurité. » Hélène serra les lèvres sous le poids de la trahison. Ses genoux cédèrent et elle se rattrapa contre la table. Pendant toutes ces années, elle avait cru que Malcolm avait été brisé par le chagrin, mais elle comprenait maintenant que son séjour en hôpital psychiatrique avait été une évasion calculée. Une fois libéré, il était rentré discrètement chez lui, esquivant la police et ses questions. L'homme qu'elle avait épousé ou le père de son enfant avait été l'artisan de ce cauchemar. Et maintenant, elle perdait aussi son fils. Les 3 hommes commencèrent à discuter de logistique, élimination des corps, équipe de nettoyage, quels hommes d'Alec pouvaient être retournés et lesquels devaient être éliminés. Ils évoquèrent le meurtre avec désinvolture, comme s'ils préparaient une fusion d'entreprises. Le regard d'Hélène se posa sur le téléphone posé sur la table, juste derrière elle. Le numéro de l'agent d'Anatrui était gravé dans sa mémoire. Pendant que les hommes complotaient, elle s'approcha lentement du bureau. Ses doigts se refermèrent sur le combiné, elle le décrocha silencieusement et commença à composer. Non, Edric la repéra et sortit son arme. Zayn se précipita vers le téléphone, essayant de l'arracher des mains d'Hélène. « Mère, ne... » Mais Hélène s'accrocha désespérément.
Elle entendit la communication se connecter, la voix de l'agent Truy, FBI, Truy à l'appareil. Le doigt d'Edric se serra sur la détente. Tout se déroula au ralenti. Ricky chargea Edric, le coup partit. Zayn se jeta entre sa mère et la balle. L'impact fit tournoyer Zayn, le sang lui maculait la poitrine lorsqu'il s'effondra dans les bras d'Hélène. À l'aide, hurla Hélène au téléphone. Aidez-nous. Ricky percuta Edric, faisant voler l'arme au sol. D'un mouvement fluide, Ricky la ramassa et tira, 1, 2, 3, 4, 5. Les coups étaient précis, concentrés dans la poitrine et la tête d'Edric. Edric s'effondra, le sang ruisselant sous lui. Ricky prit le téléphone des mains tremblantes d'Hélène. « Voici Ricky Moreno, dit-il rapidement. Je suis l'un des membres disparus du groupe, le guitariste principal de Crimson Firlin. Je suis ici avec Zaynet, notre chanteur, et sa mère, Hélène. Il a été blessé par balle, il saigne abondamment. Alex Sakaloff est mort, mais les hommes d'Edric sont toujours là. Envoyez une équipe tactique immédiatement, les unités sont en route. Trouvez un endroit sûr et barricadez-vous, dit l'agent Truy. Ricky raccrocha et commença immédiatement à renforcer la porte, traînant un lourd classeur devant. Hélène berça Zayn par terre, pressant ses mains contre la blessure tandis que du sang coulait entre ses doigts au chaud et terrifiant. « Reste avec moi, supplia-t-elle. S'il te plaît, bébé, reste avec moi. » Dehors, ils entendirent des sirènes approcher au pas seulement quelques-unes, mais ce qui ressemblait à une flotte entière. L'entrepôt explosa de coups de feu tandis que les équipes tactiques attaquaient les criminels restants. Hélène appuyait sur la blessure, les mains couvertes du sang de son fils, priant plus fort que jamais, implorant Dieu d'épargner son enfant. Les coups de feu s'intensifièrent, puis s'éteignirent peu à peu. Des minutes qui semblèrent des heures s'écoulèrent avant qu'une voix ne crie à travers la porte, « Équipe tactique du FBI au bâtiment sécurisé. » Ricky déplaça le classeur et déverrouilla la porte. Des agents tactiques en tenue de combat affluèrent. « On a besoin de médecins, » cria l'un d'eux en voyant le sang. « As-tu vérifié la salle rouge souterraine » demanda Ricky avec urgence. « L'incinérateur est hors service » a confirmé un agent. L'ensemble de l'installation est sécurisé. Les ambulanciers sont arrivés en trombe avec des civières. Ils ont doucement mais rapidement écarté Hélène et ont commencé à s'occuper de Zayn. Une autre équipe a examiné Edric, mais il était clair qu'il était irréparable. Il est décédé, a annoncé un ambulancier. Plusieurs blessures par balle à la tête et au torse, perte de sang importante. Un policier s'est approché de Ricky. Qui lui a tiré dessus? Je l'ai fait, répondit Ricky d'un ton ferme. Ils allaient tous nous tuer. Ils soulevèrent Zayn sur le brancard. Hélène le suivit, ses mains tachées de sang tremblant tandis qu'il traversait l'entrepôt. Elle vit les conséquences de la bataille, des corps recouverts de draps, des marqueurs de preuves, des agents du FBI documentant tout. Après 19 ans d'interrogation, elle avait retrouvé son fils, mais à quel prix? Ils furent conduits hors de l'entrepôt dans la fraîcheur de la nuit. Le parking était rempli de véhicules d'urgence, ambulances, voitures de police, fourgons du FBI, les lumières rouges et bleues colorant tout de couleurs changeantes. Les ambulanciers chargèrent le brancard de Zayn dans une ambulance, tandis qu'une autre équipe plaçait le sac mortuaire d'Edric dans un autre véhicule. Hélène a vu l'agent d'Anna Truy sortir d'un SUV noir, elle devait juste arriver, le bureau de terrain du FBI était clairement plus loin que la base de l'équipe tactique locale. Madame a appelé un ambulancier d'urgence, nous devons partir maintenant, chaque minute compte. Dana s'approcha en courant. Vas-y, dit-elle fermement. Je te retrouve à l'hôpital. On prendra la déposition de Ricky ici. Hélène se tourna vers Ricky, les mains libres, mais la posture était irrésistible. À plus tard, Ricky. On se parlera. Je ferai ce qu'il faut. Je le jure, promit Ricky, la voix épaisse. Merci, murmura Hélène. Elle monta dans l'ambulance, les portes claquèrent et ils sillonnèrent les rues à toute vitesse, sirène hurlante. Un ambulancier s'occupait de Zayn,
vérifiant ses constantes et ajustant ses perfusions. Hélène s'agrippa à la banquette, observant le visage pâle de son fils. À l'hôpital, tout s'est déroulé dans un chaos contrôlé. Zayn a été emmené aux urgences, tandis que le corps d'Edric était emmené à la morgue. Hélène s'est retrouvée dans une salle d'attente sous une lumière fluorescente intense. Son cœur battait dangereusement fort. Le docteur Peterson l'avait mise en garde à plusieurs reprises contre le stress lié à son état. Elle s'est forcée à respirer lentement et régulièrement. Elle devait rester forte pour Zayn. Une soudaine crampe abdominale la fit halter. Le médicament de l'entrepôt faisait effet. Elle fit signe à une infirmière. « J'ai avalé des paquets de médicaments, dit-elle d'un ton pressant. Il faut que je les lui donne. » Les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent. « Viens avec moi, tout de suite. » Ils ont emmené Hélène en urgence dans une salle spécialisée. L'infirmière a enfilé des gants et rassemblé du matériel, un bassin hygiénique, des sacs de preuves et du matériel médical. « Nous devons récupérer tout cela en toute sécurité, » a-t-elle expliqué. Les emballages pourraient se rompre s'ils ne sont pas manipulés correctement. Hélène était positionnée au-dessus du bassin. L'infirmière la surveillait attentivement tandis que son corps expulsait les paquets un par un. Chaque paquet était soigneusement récupéré avec des forceps, inspecté pour déceler tout dommage et placé dans des sacs de preuves. L'opération était humiliante mais nécessaire, 4 paquets furent récupérés, tous intacts. L'infirmière documenta tout. Par la suite, Hélène a été admise en observation. Elle a expliqué son insuffisance cardiaque congestive à un stade précoce à l'équipe médicale. Ils ont effectué des ECG, des prises de sang et l'ont surveillée attentivement. Le stress avait effectivement mis son cœur à rude épreuve, mais son état était stable. Quelques heures plus tard, alors qu'Hélène était allongée dans son lit d'hôpital, l'agent d'Anna Trui arriva avec son partenaire. « Les médecins nous ont tenus au courant, » dit Dana doucement. Edric Canveau est décédé d'une hémorragie massive de multiples blessures par balle et un traumatisme au torse. Zayn, il est vivant, mais dans le coma. Il a eu 2 arrêts cardiaques pendant l'opération, mais ils l'ont ramené à la vie. Son état est critique mais stable, il a perdu énormément de sang. Hélène ferma les yeux. Dieu merci. Elle avait confirmé une légère commotion cérébrale, mais pas de fracture du crâne. Il voulait la garder en observation toute la nuit, mais Ellie avait refusé d'être admise à un autre étage que Rennes. Elle était donc restée assise là, attendant que sa petite fille passe une radiographie pour déterminer l'étendue de ses blessures. Un policier se tenait à proximité où Ellie n'en était pas certaine, était-ce pour la protéger ou pour s'assurer qu'elle ne parte pas? Après l'atterrissage de l'hélicoptère, ils avaient été brièvement séparés pour les premiers examens médicaux. Entre-temps, d'autres policiers étaient arrivés, et l'atmosphère était devenue de plus en plus tendue. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une silhouette familière en sortit, Cal Jennings, le chasseur qui lui avait montré les images. Il s'approcha, l'air grave, et salua respectueusement l'agent avant de s'adresser à Ellie. « Mademoiselle Whittaker, j'ai entendu ce qui s'est passé sur la montagne. Je suis content que vous soyez saine et sauve. » Ellie étudia son visage, essayant de deviner ses intentions. « Merci d'être venu, mais je suis surprise de vous voir ici. » Il jeta un coup d'œil à l'agent, puis à Ellie. « J'ai besoin de vous parler, ainsi qu'à la police. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. » Avant qu'elle puisse répondre, la porte du service de radiologie s'ouvrit et un médecin en sortit, une tablette à la main. « Mademoiselle Whittaker, les radiographies de votre petite fille montrent une fracture nette du tibia. Elle devra être opérée pour remettre l'os en place et poser des broches pour le maintenir en place pendant sa cicatrisation. » « Quand pouvez-vous effectuer l'intervention ?» demanda Ellie en se levant de son siège. « Nous préparons actuellement une salle d'opération. Il nous faudra un formulaire de consentement signé, puis nous pourrons commencer. » Ellie hocha la tête. « Je veux la voir en premier. » Le médecin la ramena au service où Rennes gisait sur un brancard, la jambe immobilisée et une perfusion dans le bras. Le visage de la jeune fille s'illumina légèrement en voyant sa grand-mère. « Les médecins disent qu'ils vont soigner ma jambe, dit-elle d'une voix faible mais courageuse.
C'est vrai, confirma Ellie en s'approchant d'elle et en lui prenant la main. Ils vont t'endormir pour que tu ne sentes rien, et à ton réveil, ta jambe sera plâtrée, mais elle sera en bonne voie de guérison. Est-ce que maman va signer les papiers, demanda Ren. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un parent. Ellie hésitait, ne sachant pas quoi répondre. La situation juridique était complexe. En tant que grand-parent, elle n'avait peut-être pas l'autorité nécessaire pour consentir à des interventions médicales, surtout avec Rachel présente dans le même hôpital. Le médecin s'éclaircit la gorge. En cas d'urgence concernant des mineurs dont la tutelle est incertaine, nous pouvons procéder aux soins médicalement nécessaires avec le consentement des proches disponibles. Compte tenu des circonstances, votre signature suffira pour l'instant, mademoiselle Whittaker. Ellie fut soulagée. Merci. Je signerai tout ce dont vous avez besoin. Après avoir rempli les papiers nécessaires et promis à Ren qu'elle serait là à son réveil, Ellie est retournée dans le couloir où Cal et l'officier attendaient. On devrait parler en privé, suggéra Cal. L'agent les conduisit dans une petite salle de consultation où 2 autres policiers attendaient déjà. Une fois la porte refermée derrière eux, Cal prit une grande inspiration. Tout d'abord, je tiens à vous dire combien je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, commença-t-il. Ce que j'ai à vous dire, c'est que ce n'est pas facile. Ellie se força. Dis-nous juste la vérité, Cal. Il hocha la tête d'un air sombre. Il y a 3 semaines, j'ai trouvé Rachel, Daniel et les jumeaux déjà dans ma cabine. Ils y avaient passé la nuit après avoir été pris dans la tempête. Daniel m'a expliqué qu'il s'était aventuré dans cette zone et qu'il n'avait pas pu revenir sain et sauf lorsque le temps s'était dégradé. Ta cabine, interrompit Ellie. C'est mon chalet de chasse, poursuivit Cal. Oui, je l'ai depuis des années. Il ne figure sur aucune carte officielle, je l'ai construit moi-même sur une parcelle isolée. Je les ai laissés rester parce que les filles étaient épuisées et effrayées. Daniel a promis qu'il partirait dès que la situation s'améliorerait et que les filles se sentiraient mieux. Cal marqua une pause, visiblement en difficulté. Je les ai laissés là pour plus d'intimité, avec l'intention de retourner moi-même au chalet, mais le temps s'est dégradé, une averse de grêle s'est déclarée. J'étais à mi-chemin quand j'ai entendu des cris, des voix d'enfants. La pièce se tut, tous les regards rivés sur Cal qui s'efforçait de continuer. J'ai suivi les bruits et j'ai vu Rachel pousser Daniel du haut d'une falaise. Il est tombé et s'est tué. Les jumeaux étaient tout près, cachés derrière des arbres. Rachel n'arrêtait pas de leur dire de rester où ils étaient. Ellie porta la main à sa bouche, un son étranglé s'échappant de sa gorge. Elle s'en doutait, mais l'entendre confirmer fut dévastateur. Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela immédiatement? A demandé l'un des officiers. Les épaules de Cal s'affaissèrent. Rachel m'a vu la regarder. J'ai voulu la confronter, mais avec le temps et l'instabilité de la falaise, j'avais peur pour ma sécurité et celle des enfants. Nous sommes donc retournés au chalet. C'est là qu'elle m'a fait une offre, si je la laissais, elle et les enfants, rester cachés dans mon chalet jusqu'à ce que quelqu'un les trouve naturellement, elle me paierait assez pour que je prenne ma retraite et disparaisse. Elle a dit qu'elle toucherait l'argent de l'assurance vie de Daniel. Il ne pouvait soutenir le regard d'Ellie et continua. J'ai honte d'admettre que j'y ai pensé, et même accepté au départ. Pendant 3 semaines, je leur ai apporté des provisions, nourriture, bois de chauffage, tout ce dont ils avaient besoin. 2 millions de dollars. C'était l'assurance vie de Daniel, dit Ellie d'une voix douce. Rachel est la principale bénéficiaire, mais seulement si Daniel décède alors qu'ils sont encore légalement mariés, sans inculpation ni intention criminelle avérée. Cal hocha la tête. Rachel m'a dit que son mari avait récemment consulté un avocat pour modifier son testament et créer un fonds fiduciaire pour les jumeaux en cas de décès ou de divorce mais que les formalités administratives n'étaient pas encore finalisées. L'un des policiers se pencha en avant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous manifestez-vous maintenant? Pourquoi avez-vous aidé Madame Whittaker? Plusieurs choses, répondit Cal. Voir ces affiches de personnes disparues partout.
Voir les filles pleurer leur père, ça m'a pesé sur la conscience. Mais ce qui a vraiment fait pencher la balance, c'est d'avoir entendu Rachel au téléphone avec son avocat. Elle comptait m'impliquer dans la mort de Daniel pour éviter de partager l'argent. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus être mêlé à tout ça. Quand j'ai vu Rachel et son seul enfant quitter la montagne ce matin, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. C'est là que j'ai appelé la police. Ellie le fixa du regard, un mélange complexe d'émotions bouillonnant en elle, la gratitude qui l'ait finalement aidé à sauver Ren, la fureur qui l'ait protégé Rachel pendant si longtemps, le dégoût de sa volonté de profiter du meurtre de son fils. Elle a tué mon fils, dit Ellie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Et tu l'as aidé à le dissimuler. Je sais, reconnut Cal. Et j'accepterai la punition qui m'attend. Je ne pouvais plus me supporter. L'un des policiers se leva. Monsieur Jennings, nous vous plaçons en état d'arrestation pour complicité d'homicide après les faits. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis que le policier continuait à expliquer ses droits à Cal, Ellie essayait de digérer tout ce qu'elle venait d'apprendre. Daniel n'était pas mort dans un tragique accident en tentant de sauver sa famille, il avait été assassiné par sa femme de sang-froid, devant ses enfants. Les policiers menotèrent Cal et s'apprêtèrent à le faire sortir. Avant cela, il se tourna une dernière fois vers Ellie. Pour ce que ça vaut, mademoiselle Whittaker, je suis sincèrement désolé. Sans mon intervention, vous n'auriez peut-être jamais retrouvé votre petite fille. J'espère qu'un jour vous trouverez la force de me pardonner. Ellie leva la main un instant, comme si elle allait le frapper, puis son bras retomba le long d'elle. Tu as raison sur un point, sans toi, je n'aurais peut-être jamais retrouvé Ren et Ivy. Pour cela, je t'en remercie. Mais pardonner, c'est quelque chose que je ne peux pas offrir pour l'instant. Après l'enlèvement de Cal, l'agent restant expliqua la marche à suivre à Ellie. Nous procédons immédiatement à l'arrestation de Madame Rachel Whittaker. Grâce au témoignage de Monsieur Jennings et à ce que nous attendons des enfants, nous avons suffisamment d'éléments pour l'inculper de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Et Ivy, demanda Ellie. Où est-elle maintenant? Elle est dans une pièce sécurisée avec un défenseur des enfants. Rachel est isolée depuis que nous avons pris connaissance des récits contradictoires. On frappa à la porte et les interrompit. Une infirmière passa la tête à l'intérieur. Mademoiselle Whittaker, votre petite fille est sortie de chirurgie. Tout s'est bien passé et elle est en salle de réveil. Vous pourrez la voir bientôt. Merci, dit Ellie, le soulagement perceptible dans sa voix. Au moins, une chose allait bien aujourd'hui. L'agent se leva. Je dois rejoindre mes collègues. Nous allons dans la chambre de Madame Whittaker pour l'arrêter officiellement et lui lire ses droits. Souhaitez-vous être présent? Ellie réfléchit un instant, puis hocha la tête. Oui. J'ai besoin de la regarder dans les yeux. Ils remontèrent ensemble le couloir jusqu'à une autre aile de l'hôpital. Devant une salle gardée par un agent en uniforme, plusieurs policiers étaient rassemblés, parlant à voix basse. Ils saluèrent Ellie d'un signe de tête respectueux tandis qu'elle et l'agent s'approchaient. Nous sommes prêts, dit l'inspecteur principal. Mademoiselle Whittaker, vous pouvez observer, mais permettez-nous de gérer cela officiellement. Ellie accepta et ils entrèrent dans la chambre. Rachel était allongée dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras et des moniteurs surveillant ses signes vitaux. Son expression se durcit en voyant Ellie. Rachel Whittaker, commença l'inspecteur d'un ton solennel, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Daniel Whittaker et la tentative de meurtre sur Eleanor Whittaker et Ren Whittaker. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis que l'inspecteur continuait à lire ses droits à Rachel, Ellie observait la femme qui avait tué son fils. Le visage de Rachel resta impassible jusqu'à ce que l'inspecteur mentionne le témoignage de Cal. Il ment, cracha Rachel. C'est Cal qui? Gardez-le pour votre avocat, interrompit le détective, poursuivant avec les droits de Miranda. Quand il eut fini, Ellie s'avança. Pourquoi, Rachel? Daniel a été un bon mari pour toi. L'expression de Rachel se tordit d'amertume. Bien.
C'est ce que tu crois? On se disputait depuis des mois depuis que je l'avais surpris en train de me tromper avec une femme de son bureau. Daniel ne tricherait jamais, dit Ellie fermement. Ce n'était pas lui. Je l'ai vu rencontrer des femmes à plusieurs reprises, a insisté Rachel. Avec son ami, toujours la même excuse, réseautage et réunion d'affaires. Puis il a commencé à parler de modifier notre contrat de mariage. Il prévoyait de me quitter pour quelqu'un d'autre. Ellie secoua la tête. Tu ne connais pas toute l'histoire. Tu as juste imaginé le pire et tu as agi en conséquence. La randonnée était censée arranger les choses. C'était une façon pour nous de renouer en famille, continua Rachel, comme si Ellie n'avait rien dit. Mais il n'arrêtait pas de nier tout, refusant de couper les ponts avec cet ami. J'ai craqué. Alors tu l'as poussé d'une falaise, demanda Ellie, incrédule, avec tes filles à proximité. Il n'était pas censé nous suivre dehors, dit Rachel sur la défensive. Je leur ai dit de rester dans la cabane. L'un des agents a menotté les poignets de Rachel et les a fixés à la barrière du lit. Mademoiselle Whittaker, vous resterez en détention ici jusqu'à ce que votre état de santé vous autorise à être transporté au centre de détention. Rachel lança un regard noir à Ellie. Ce n'est pas fini. C'était fini le jour où tu as décidé de tuer mon fils, répondit froidement Ellie. Tu passeras le reste de ta vie en prison et tu ne reverras plus jamais ses filles. Laissant Rachel sous surveillance, Ellie retourna en salle de réveil où Ren commençait à se réveiller de l'anesthésie. La jambe de l'enfant était plâtrée du pied à mi-cuisse, légèrement surélevée sur un oreiller. Grand-mère Ellie, murmura Ren, groggy, tandis qu'Ellie s'asseyait à côté de son lit. Je suis là, ma chérie, lui assura doucement Ellie en lui prenant la main. L'opération s'est parfaitement déroulée, tout ira bien. Où est Ivy? Demanda la fille en regardant autour d'elle d'un air flou. Elle est aussi à l'hôpital. Tu la reverras bientôt, promis. Plus tard dans la soirée, après que Ren eût été transféré dans une chambre normale et s'était endormi sous traitement médicamenteux, Ellie fut autorisée à rendre visite à Ivy. L'enfant se trouvait dans une pièce au bout du couloir, une assistante sociale assise tranquillement dans un coin. Ivy leva les yeux à l'entrée d'Ellie, les yeux écarquillés et incertains. Elle ressemblait tellement à sa sœur, pourtant les expériences des dernières semaines l'avaient marqué différemment, une lassitude dans le regard qu'aucune enfant de 7 ans ne devrait avoir. « Salut, Ivy » dit doucement Ellie en s'approchant lentement. « Grand-mère Ellie » la voix de la fillette tremblait. « Où est maman? Où est Ren » Ellie s'assit au bord du lit, veillant à ne pas gêner l'enfant. Ren se repose dans une autre pièce. Elle était blessée à la jambe, mais les médecins l'ont soignée, elle va s'en sortir. Et maman? Ta mère est avec des gens qui essaient de comprendre ce qui s'est passé sur la montagne, dit Ellie prudemment. Pour l'instant, toi et Ren allez rester avec moi. La lèvre inférieure d'Ivy tremblait. Papa ne reviendra pas, n'est-ce pas? Maman a dit qu'il avait eu un accident. Ellie sentit son cœur se briser à nouveau. Non, ma chérie. Papa ne reviendra pas, mais il vous aimait, toi et Ren, très, très fort, et je veillerai à ce que tu t'en souviennes toujours. Les larmes montèrent aux yeux d'Ivy. Sans prévenir, elle se jeta dans les bras d'Ellie, les sanglots secouant sa petite silhouette. Ellie la serra fort, ses propres larmes coulant tandis qu'elle berçait sa petite fille. Tandis que les sanglots d'Ivy se transformaient peu à peu en hoquets, puis en respiration régulière d'un sommeil épuisé, Ellie continua de la serrer dans ses bras, pensant à tout ce qui s'était passé et à ce qui l'attendait. Elle avait perdu son fils ou une blessure qui ne guérirait jamais complètement, mais ses filles restaient des liens précieux avec l'homme qu'elle avait élevé et aimé. Elles auraient plus que jamais besoin de sa force, et elle était déterminée à la leur apporter. Justice pour Daniel serait rendue par les tribunaux, Rachel serait jugée pour ses crimes, et qu'elle répondrait de son rôle dans la dissimulation de la vérité. Mais la véritable justice en laquelle Ellie croyait viendrait en veillant à ce qu'Ivy et Ren grandissent en sachant qu'ils étaient aimés et protégés ou que malgré les actes terribles d'un parent, ils ne seraient pas marqués par cet héritage. Alors que le clair de lune filtrait par la fenêtre de l'hôpital, projetant de douces ombres sur le visage endormi d'Ivy,
Ellie fit une promesse silencieuse à son fils, elle prendrait soin de ses filles avec tout l'amour et la sagesse dont elle était capable. Elle les aiderait à surmonter les dures réalités de leur passé tout en construisant un avenir empli de guérison et d'espoir. Ellie Whittaker n'avait jamais reculé devant les sentiers difficiles, elle avait passé sa vie à se préparer pour des voyages difficiles. Celui-ci, peut-être le plus important de tous, serait affronté avec la même résilience et la même détermination qui l'avait guidé à travers les montagnes pendant plus de 3 décennies.